il va pouvoir déterminer la distance de la nébuleuse d'Andromède et il se rend compte qu'elle est largement au-delà des limites de la Voie lactée. Donc ça met fin au grand débat de savoir quelle est la taille de l'univers par rapport à la Voie lactée. En fait, Andromède, c'est une autre galaxie, c'est un autre amas d'étoiles qui est en dehors de la Voie lactée. Première claque. Et voilà, et ça, c'est complètement révolutionnaire. Donc, il publie dans le New York Times à l'époque, ça fait les gros titres. Passe le mythe. Ouais, alors je vais vous raconter un peu l'histoire de la constante de Hubble, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait introduire un peu cette discussion sur la constante de Hubble. Donc, il faut imaginer qu'on revient un peu dans le temps, on revient au début du XXe siècle, on est en 1908. À cette époque, alors on ne sait pas encore que l'univers est plus grand que la Voie lactée. C'est encore des questions qui sont en débat. On n'a pas observé d'autres galaxies, ou alors on les a observées, mais on ne sait pas que c'est des galaxies. Et donc, il y a cette question de pouvoir mesurer les distances des objets dans le ciel. Et donc, on a une physicienne américaine qui s'appelle Henrietta Leavitt, qui va faire une découverte assez incroyable. Elle découvre que certaines étoiles, donc, qu'on appelle des variables céphéides, c'est des étoiles qui varient en intensité au cours de quelques jours, disons, de façon périodique. Elle se rend compte qu'en fait, il y a une relation entre la période de variabilité et la luminosité de l'étoile. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe un amas où il y a plein d'étoiles de ce type, à peu près 2000, je crois, étoiles de ce type, qui sont toutes dans cet amas, donc à peu près toutes à la même distance de la Terre. Ça veut dire que si elles avaient toute la luminosité, elles auraient toute la même luminosité apparente depuis la Terre. Puisqu'un objet qui est 2 fois plus loin, il va être moins lumineux à cause de sa distance. Mais là, comme toutes ces étoiles sont à la même distance de la Terre, c'est super pratique. On peut comparer leur luminosité et on sait que c'est la vraie luminosité qu'on est en train de comparer. Et donc, ce qu'elle voit, c'est qu'il y a une relation qui relie directement la période à la luminosité. Okay. Ça veut dire que si tu as une nouvelle étoile de ce type et que tu mesures sa période, tu peux en déduire sa luminosité. Ouais. Et donc, en 1909, un an plus tard, on va voir Hertzsprung, je crois que c'est lui, qui détecte pour la première fois, qui mesure la distance d'une de ces variables céphéides. Alors là, il détecte cette distance avec une méthode classique. C'est une méthode des parallaxes. Ça veut dire que la Terre va se déplacer au cours de l'année. On va regarder comment ça se déplace légèrement dans le ciel. Et à partir de ça, on peut en déduire la distance. Et donc maintenant, on dispose de la distance de cette étoile variable. Ça veut dire qu'on sait par quel facteur a été diminuée sa luminosité du fait de cette distance. Okay. Donc on peut en déduire quelle est sa vraie luminosité absolue, combien de lumière elle a réellement émis. Et à partir de là, c'est super, ça débloque tout un pan de l'observation, puisque on connaît sa période, on connaît sa vraie luminosité, et donc on connaît la vraie luminosité de toutes les variables céphéides de l'univers, à condition de mesurer leur période, grâce à cette relation qui a été trouvée par Henrietta Leavitt. Donc là, ça va nous permettre de mesurer des distances qui sont extrêmement lointaines. À partir du moment où on observe une variable céphéide dans l'univers, on mesure sa période de variation et on en déduit de façon presque directe sa distance. Donc là, un petit bond dans le temps, on arrive en 1912 et il y a un astronome qui s'appelle Vesto Slipher qui fait une découverte. Il observe, alors c'est quelque chose d'un peu différent, il observe le décalage vers le rouge. C'est le fait que la lumière de certains astres, quand ils s'éloignent, elle est un peu décalée vers le rouge, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et il se rend compte qu'il y a beaucoup de nébuleuses, qu'on appelle encore des nébuleuses, qui s'éloignent de la Terre. Donc elles sont décalées vers le rouge. Okay. Donc ça, c'est l'effet Doppler. C'est comme une voiture qui émet du son. Si elle se rapproche de nous, on va entendre des ondes qui sont un peu écrasées du fait qu'elle se déplace. Et si elle s'éloigne, on va entendre des ondes étirées. Donc c'est un peu la même chose. C'est le camion de pompier qu'on entend plus aigu, voilà, c'est ça. Plus grave. Selon et donc voilà. Donc lui, Vesto Slipher, il fait cette découverte et donc il en déduit que il y a plusieurs nébuleuses qui s'éloignent et il y en a plus qui s'éloignent que de nébuleuses qui s'approchent. Donc là, on fait un petit bond dans le temps encore de 3 ans. Donc petit bond. Et on arrive en 1915 avec Albert Einstein qui publie sa théorie de la relativité générale. Donc Einstein, il a un peu cette idée d'un espace-temps qui peut se courber. Et c'est une grosse révolution dans le monde scientifique. Et donc l'espace-temps, l'univers devient une sorte de géométrie variable, dynamique, une sorte de tissu qui peut évoluer. Et ça va créer tout le champ de la cosmologie et même en fait l'idée de réfléchir à la géométrie de l'univers, à l'évolution de la géométrie de l'univers
Et voilà, en fait, c'est ce qui va lancer toutes les recherches futures. Ouais. Donc 2 ans plus tard, en 1917, Einstein il a envie de tester son modèle. Il a envie de se dire, tiens, quelles sont les géométries d'univers qui sont prédites par mon modèle d'univers d'espace-temps courbe. Donc il va publier le premier modèle cosmologique de... Est-ce que c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Le premier modèle cosmologique issu de la relativité générale. Et donc, ce que fait Einstein, c'est qu'il pose un univers avec une courbure constante. Il considère que l'univers à très très grande échelle, il est à peu près homogène. Il est le même partout en termes de densité de galaxies, etc. Et donc voilà, avec une courbure constante. Et ce qu'il veut, c'est un univers fixe. Parce que Einstein est persuadé que l'univers est statique, qu'il n'y a pas d'évolution au cours du temps. Et donc, il rajoute une constante. Donc, on voyait dans l'article ici, que j'ai souligné en rouge. Voilà, à ce moment-là, en 1917, il rajoute cette constante, la constante cosmologique, qu'il ajoute en fait de façon un peu artificielle pour compenser quelque chose qu'il avait compris, c'est que sans cette constante, l'univers devrait se contracter sur lui-même à cause de sa propre gravité. Ok. Donc il faut imaginer, là c'est un univers courbe qui est un peu comme une sphère, et il faut imaginer comme un ballon qui se contracterait sur lui-même. Sans ce terme-là. Voilà, si on enlève ce terme. Donc lui il rajoute une constante cosmologique, une sorte de force répulsive qui empêche l'univers de se contracter. Et donc forcément, quelques années plus tard, en 1922, un physicien russe qui s'appelle Alexander Friedman va se demander ce qui se passerait si on enlève la constante cosmologique, si on considère réellement un univers en évolution. Et donc Friedman va être un des premiers, alors ils sont plusieurs à avoir fait cette découverte à peu près en même temps sans se concerter, mais il va découvrir que l'univers peut s'expandre ou se contracter, qu'il a une évolution. Donc il mesure ça avec ce qu'il appelle le facteur d'échelle. C'est un facteur, en fait, on ne sait pas si l'univers est infini ou pas, donc on ne peut pas vraiment étudier sa taille. Par contre, on peut étudier le facteur d'étirement des distances. Okay. Donc, par exemple, si l'univers fait une certaine taille, les distances, j'ai une certaine distance entre deux galaxies, et que une seconde plus tard ou un an plus tard, j'ai une distance un petit peu plus grande, je regarde la différence de facteur, et c'est ça qu'il va utiliser dans son modèle. Okay. Voilà, donc Friedman en arrive à cette conclusion-là d'un univers qui peut s'expandre, se contracter. Donc dynamique. Donc un univers dynamique qui rompt avec l'idée d'Einstein, en fait, qui était un peu plus un précepte qui n'était pas vraiment fondé scientifiquement. Alors donc là, on est en 1922, et 2 ans plus tard, en 1924, il y a une grande découverte qui est faite par Edwin Hubble, donc un astronome américain. On revient aux variables céphéides. Donc Edwin Hubble utilise les variables céphéides. Il en a observé qui sont dans la nébuleuse d'Andromède. Okay. Et donc, grâce à la technique d'Henrietta Leavitt, grâce à cette relation qui relie la période et la distance, il va pouvoir déterminer la distance de la nébuleuse d'Andromède, et il se rend compte qu'elle est largement au-delà des limites de la Voie lactée. Donc ça met fin au grand débat de savoir quelle est la taille de l'univers par rapport à la Voie lactée. En fait, Andromède, c'est une autre galaxie, c'est un autre amas d'étoiles qui est en dehors de la Voie lactée. Première claque. Et voilà, et ça, c'est complètement révolutionnaire. Donc, il publie dans le New York Times à l'époque, ça fait les gros titres. Et voilà, et donc, on se rend compte que l'univers est extrêmement grand, avec plein de galaxies. Et ce que Vesto-Slipher avait observé, c'était que les galaxies en dehors de la Voie lactée s'éloignent à des très grandes vitesses de nous. Donc, la plupart des galaxies s'éloignent. Et pourquoi elles s'éloignent ? En fait, elles s'éloignent parce que le tissu de l'espace s'étire, comme l'avait calculé Friedman dans son modèle. Donc là, on avance encore de 3 ans, et on arrive avec un chanoine catholique belge qui s'appelle Georges Lemaître, et qui est aussi un très grand astronome, qui est à l'origine de l'idée du Big Bang, qu'il appelait l'atome primitif. Et donc, Georges Lemaître va faire à peu près les mêmes calculs que Friedman sans savoir que Friedman les avait faits. Et lui, il arrive à cette conclusion que dans un univers qui s'expand selon la relativité générale, si on pouvait mesurer le redshift des galaxies, donc le décalage vers le rouge de leur lumière, qui nous indique à quelle vitesse elles s'éloignent. Ça, c'est la même chose que la camion de pompier qui s'approche, au lieu de modifier le son, ça modifie la lumière. Ça modifie la fréquence lumineuse et donc la couleur. Plus l'objet s'éloigne, plus tu t'attends à voir quelque chose de rouge, et plus il se rapproche, plus tu t'attends à voir quelque chose qui tend vers le bleu, quand tu regardes la fréquence des ondes qui sont émises. Donc si tu observes de devenir rouge, c'est que le truc s'éloigne, devenir bleu, c'est que le truc se rapproche. Et plus il est rouge, plus il s'éloigne. D'ailleurs, Vesto-Slipher, il avait utilisé cette technique pour être le premier à calculer la vitesse de rotation d'une galaxie. Parce qu'en fait, si tu regardes un côté de la galaxie et l'autre côté, tu as un côté qui s'approche et l'autre qui s'éloigne si elle tourne. Et donc, tu as un côté qui va être un peu rouge, un côté qui est un peu bleu. Et ça te permet de mesurer la vitesse de rotation.
Donc voilà, donc on est avec Georges Lemaître qui essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait observer depuis la Terre en termes de redshift, en termes de décalage vers le rouge, dans un univers comme ça. Okay. Et il en déduit une relation. Il va être le premier à trouver cette relation, qui est écrite ici. Alors on la voit en petit à gauche, voilà, sur la page de gauche. On voit V sur C, donc c'est la vitesse d'éloignement d'une galaxie par rapport à nous, comparée à la vitesse de la lumière, égale, là on peut passer toutes les égalités, et tout à droite c'est écrit R' sur R. R c'est le rayon de l'univers, mais en gros c'est le facteur d'échelle. Donc c'est la taille de l'univers. R', c'est la vitesse d'évolution de cette taille de l'univers. D'accord. Donc en gros, c'est combien l'univers s'expand par rapport à sa taille actuelle. Fois petit r, qui est la distance à la galaxie. Ça veut dire que si j'ai une galaxie qui a une certaine distance petit r, sa vitesse d'éloignement, c'est proportionnel à cette distance-là, avec un facteur de proportionnalité qui est en gros le taux d'expansion, à quelle vitesse s'expand l'univers. Et ça, c'est ce qui va, quelques années plus tard, prendre le nom de la loi d'Hubble. On pourrait dire la loi d'Hubble-Lemaître. Ouais. Et donc, Lemaître, en fait, il a déjà quelques mesures à l'époque de redshift de galaxies. Et il va essayer de faire le calcul lui-même, donc avec les mesures qu'il a à sa disposition. Donc, c'est pas super précis, mais il essaye. Et il trouve 650, je crois. Alors, on voit le résultat à droite. Voilà. Oui. Il trouve 650 km par seconde par mégaparsec. Donc ça veut dire, un mégaparsec, c'est 3 millions d'années-lumière. Donc ça veut dire que si tu as une galaxie qui a 3 millions d'années-lumière de la Terre, elle s'éloigne à 650 km par seconde, selon la mesure de la. Si tu as une galaxie qui est 2 fois plus loin, donc à 6 millions d'années-lumière, elle s'éloigne 2 fois plus vite. Ah ouais. Donc c'est une constante de proportionnalité. Ok. Ah ouais. Donc là, tu commences à te dire que sur les trucs très très loin, ça va à une vitesse. Bah voilà. Et en fait, mais si tu es très très loin, ça peut aller plus vite que la lumière. C'est ça. Ouais, okay. Mais ça pose pas un problème parce que c'est pas une vraie vitesse de déplacement. Bien sûr. C'est l'espace qui s'étire. C'est à quel point la distance augmente vite. Mais c'est pas l'objet qui se déplace lui. Le déplacement de l'objet, on parle pas de la vitesse propre de l'objet. C'est vraiment comme tu poses la galaxie sur le tissu et t'étires le tissu. C'est comme en soi, l'objet bouge pas, quoi. Il a pas de vitesse particulière. Voilà, c'est ça. Comment s'appelle la métaphore avec le ballon de baudruche? Non, le gâteau au chocolat. Ah oui, le cake au raisin. T'as ton cake au raisin ou ton cake au chocolat que tu mets au four et puis t'as tes pépites de chocolat et puis quand tu mets au four, t'as le gâteau qui gonfle. Donc les pépites s'éloignent parce que la structure même grandit, mais c'est pas vraiment la vitesse. Les pépites sont pas en mouvement dans le gâteau, quoi. Oui, elles sont pas en mouvement les unes par rapport aux autres particulièrement. Alors, elles sont juste éloignées, quoi. Par contre, c'est un truc vachement important. Enfin, j'imagine qu'on va en parler après. C'est la raison pour laquelle il a eu 650 km par seconde par mégaparsec, c'est qu'il a oublié de corriger pour certains effets. Il y a des problèmes de mesure de distance, etc. Ouais, c'est le début, là. Voilà, donc là, on était en 1927. Et donc finalement, 2 ans plus tard, 1929, Edwin Hubble, donc celui qui avait mis fin au grand débat sur la taille de l'univers, va faire des mesures à l'observatoire du Mont Wilson et lui, en fait, il vérifie expérimentalement ce que Lemaître avait envisagé. Il trouve que les galaxies, effectivement, s'éloignent de la Terre. Il mesure cette constante de proportionnalité qui prendra son nom, donc la constante de Hubble. Et lui, il trouve à peu près 500 km par seconde par mégaparsec. Donc pas loin de la valeur de Lemaître. Et en fait, Attends, Lemaître, il avait trouvé combien? 650. Ah oui. Voilà. Donc, c'est l'ordre de grandeur, quoi. Donc, ils trouvent 500. Donc, les deux, en fait, ils ont des valeurs, ils ont des mesures qui sont très peu exactes. Ouais. Et ils ont une précision sur les distances, en fait, qui est mauvaise, très mauvaise. Et il y a beaucoup d'effets qui n'ont pas été pris en compte sur les distances. Ce qui fait qu'en fait, ils ont des valeurs très, très biaisées. Et en réalité, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout ça la valeur exacte. En fait, il y a un facteur 10 de différence, à peu près. Et donc, aujourd'hui, avec nos meilleures techniques, on est autour de 70 km par seconde par mégaparsec. Donc, l'univers s'expand 10 fois moins vite que ce qu'imaginait Hubble ou Lemaître. Ouais, ça paraît quand même hyper rapide. Mais ils étaient quand même pas si loin. Ouais. En termes d'ordre de grandeur, pour des premières mesures, c'est quand même assez fou d'avoir réussi. Parce qu'en réalité, on arrive à avoir de la bonne précision sur ce genre de mesures que depuis les années 90. C'est ça, début 2000, voilà, 90. début 2000. Ouais, début 2000. Les premières mesures, je crois, exactes, qui tournaient autour de 70 km par seconde par mégaparsec, c'est peut-être dans les années 50. En fait, voilà, donc c'est plusieurs décennies après Hubble. Et voilà. Donc après, aujourd'hui, il y a plein de méthodes pour mesurer cette constante de Hubble. Il y a quelques petits détails sur lesquels il faut faire attention. Déjà, on parle de constante, mais alors on dit constante parce que c'est une constante pour toutes les galaxies, c'est la même puisque c'est l'univers qui s'expand à la même vitesse partout. Par contre, les galaxies déjà, elles peuvent se déplacer.
Donc ça, c'est la vitesse de dérive qui est induite par l'expansion de l'univers, mais elles peuvent se déplacer par rapport à nous. Il y en a qui s'approchent quand même. Et puis donc, c'est pas forcément une constante au cours du temps. D'ailleurs, on sait que c'est pas une constante au cours du temps. La vitesse d'expansion de l'univers, elle change. On sait que la constante de Hubble, a priori, est en train de diminuer. Elle va diminuer puis se stabiliser à cause de ce qu'on appelle l'énergie sombre, qui en fait tend à faire grossir l'univers de façon exponentielle. Ça veut dire que son taux d'expansion est une constante. Voilà, donc elle est en train de diminuer, mais elle se stabilise. Et puis par le passé, elle était plus grande. Pendant le Big Bang, l'expansion était beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est pas une constante au cours du temps, mais c'est une constante dans l'espace. D'accord. C'est tout l'espace qui grossit à la même vitesse partout. Ça, c'est piégeux quand même. C'est une valeur locale. C'est aujourd'hui. Ah oui. Quand on parle de la constante de Hubble, on parle de la mesure. Donc parfois, on l'appelle H0 0 pour indiquer que c'est à l'instant actuel. Mais techniquement, on appelle le paramètre de Hubble, c'est H de Z, où Z, c'est le fameux redshift qui décrit justement en gros, une période dans l'univers. À quel moment tu regardes. Voilà. Z l'univers, il y a quelques milliards d'années, ça va pas être la même. La constante de Hubble, c'est celle d'aujourd'hui. Le paramètre de Hubble, c'est la valeur qui peut évoluer. Z égale 0, c'est aujourd'hui. Z égale 1000, c'est le CMB, quoi, par exemple. Incroyable. Incroyable. Mais donc, du coup, là, il trouve une valeur qui est genre 10 fois plus faible que celle que trouvait le maître. Non, nous, nous, aujourd'hui, on trouve une valeur qui est 10 fois plus faible que ce que trouvait le maître ou Hubble. Et on pense raisonnablement que c'est une bonne valeur. Voilà, alors aujourd'hui, on a plein de méthodes différentes par rapport à Hubble. Donc Hubble, à l'époque, il utilise ces étoiles, les variables céphéides, qui sont les premières qui nous permettent de mesurer des distances lointaines dans l'univers. Parce que là, on parle quand même de distances, mais vraiment énormes, au-delà de notre galaxie. Donc en fait, on ne peut pas du tout utiliser les effets de parallaxe, tout ça. En fait, le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est complètement négligeable par rapport à ces distances-là. Donc c'est vraiment une aubaine d'avoir trouvé cette relation qui permet juste de mesurer la période de variation et d'en déduire la distance. C'est assez fou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chandelle standard. C'est un objet dans l'univers dont on connaît la luminosité. Donc c'est un peu comme une chandelle dont on connaîtrait la puissance. Et donc après, en fonction de la puissance que toi, tu mesures depuis la Terre, tu peux en déduire à quelle distance elle se trouve, puisque tu connais sa vraie puissance intrinsèque. La même bougie que tu mets à 1 km ou à 5 mètres, toi, tu verras pas la même intensité lumineuse, mais elle, tu sais qu'elle émet toujours la même intensité au niveau de la source. Oui, d'accord. Donc si tu la vois plus faible, c'est qu'elle est forcément plus loin, et derrière, tu as la relation de proportionnalité. Carrément. Si tu enlèves tous les effets un peu qui pourraient affecter ta mesure, mais globalement, c'est... Et donc des chandelles standards, après on en a trouvé d'autres. C'est ça. Il y a certaines supernovae de type 1A qui ont ensuite permis de faire d'autres mesures que celles des céphéides. Donc là, c'est encore une fois, c'est pour mesurer la distance des objets. Et après, grâce au redshift, on a aussi la vitesse et on en déduit la constante de Hubble, le rythme d'expansion. Après, il y a d'autres techniques qui sont venues. Donc il y a le CMB, c'est le fond diffus cosmologique, qui est en gros les premières lumières qui ont été émises après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent à la lumière, 380 000 ans, je crois, après le Big Bang, et qui est dessiné ici. Qui est dessiné là. Donc le CMB, c'est un peu plus complexe, la façon dont on en déduit la constante de Hubble. En gros, on se base sur un modèle cosmologique, je crois. Enfin, tu dois connaître mieux que moi, mais on se base sur un certain modèle. Donc là, on utilise le modèle qu'on pense être le bon pour décrire l'évolution de l'univers. Et on en déduit à partir des observations du CMB quel est le taux d'expansion. Ah oui, on fait avant-après, en gros. Ça, c'est l'image de maintenant et on essaie d'en déduire. En fait, avec la méthode de CMB, tu ne mesures pas la constante de Hubble aujourd'hui. Tu la mesures au moment de l'émission du CMB, justement. Parce qu'en fait, le CMB, c'est une empreinte, c'est une empreinte de la lumière qui a été émise il y a 380 000 ans après le Big Bang. Oui, c'est un peu une empreinte, passé, c'est ça. Et toi, en fait, du coup, tu regardes ce truc-là, tu fais OK, à partir de ça, peut-être on passe un peu les explications de comment on revient à la constante de Hubble avec ça, mais tu vas mesurer le taux d'expansion de l'univers à ce moment-là. Sur une photo d'il y a 300 ans. Et en fonction du modèle cosmologique que tu choisis, donc en général, on parle du modèle qui s'appelle lambda CDM pour lambda, donc c'est le paramètre cosmologique dont parlait Alessandro, la constante. Qui en fait a été réintroduite. Lui, il l'avait rajouté pour rendre l'univers statique. En fait, elle a été réintroduite dans les années 90. Exactement, donc un peu après. Et CDM, c'est pour Cold Dark Matter, donc c'est pour décrire la matière qu'on a dans l'univers. Donc on mesure la constante, la valeur du paramètre de Hubble à ce moment-là, et après on la propage jusqu'à aujourd'hui en utilisant justement nos connaissances de la description du modèle cosmologique.
Je vois une précision, Olympe Paris, qui dit Oui. effectivement Milton Hugh Mason qui a copublié C'est l'article ça. avec, Oui, totalement. Et dont avec on parle Hubble. pas. Et effectivement, et je l'avais noté Ouais. mais je l'ai oublié moi aussi. Donc, Ah oui, incroyable, ils étaient 2 à faire ça. alors, étaient deux à sortir l'article. pas sur son article de 1924, mais sur donc Non, mais il est pas tout sur seul. celui de la distance d'Andromède, Ouais. mais par contre sur l'article de la loi de Hubble, C'est ça. Ouais. c'était Hugh Mason qui était avec lui. Ok. Il faudrait citer Au les Mont 3, Wilson, au moins. Le maître, Le Hubble, maître, Hugh Hugh Mason. Mason, le maître. Ouais. C'est clair. Ouais, l'histoire retient pas toujours. Et en fait, souvent, tu te rends compte que dans une même période, plusieurs personnes vont trouver les mêmes choses de façon un peu indépendante. Parfois, la période fait que ça stimule certaines recherches. Ouais. Puis c'est assez complexe de voir qui a trouvé quoi le C'est premier. Qui a bien interprété aussi, parce que certaines personnes ont trouvé des choses, mais les ont pas forcément interprétées. Tu vois, Vesto Slipher, il aurait pu interpréter ses résultats de façon plus profonde, mais c'était pas vraiment possible à l'époque. Il n'y avait pas encore la relativité générale, etc. Donc c'est aussi le contexte historique qui fait que la personne peut trouver les bons résultats et en plus les interpréter de la façon correcte. C'est pour ça, maintenant, Ok, ouais. on commence justement, enfin, en tout cas, la communauté commence à essayer de faire des efforts de reprendre d'essayer de recomprendre qui a vraiment contribué à certains efforts et de remettre leur nom en avant, etc. Par exemple, Henrietta Leavitt, Henrietta qui est un peu à l'origine de toute cette histoire. C'est clair. Je suis remonté en 1908. Ouais. C'est grâce à elle qu'on est capable de mesurer des distances à cette époque-là dans Oui, c'est l'univers. sur ses travaux que s'est reposé C'est grâce à ça. Einstein pour. Et elle était, elle était calculatrice au départ, donc elle faisait des calculs. Elle était payée rien quoi, pour faire des calculs, un peu de façon mécanique, et donc elle se rend compte qu'il y a cette relation. Elle observe quand même, je crois que c'est des tableaux énormes. Je crois que le nombre c'est 1777 céphéides. C'est ça. Et Donc c'est elle qui s'est fait tous les trucs à la main. Et personne n'en a parlé, etc. Et c'est que plus tard où on a fait, ah oui, en fait, cette chercheuse-là a quand même énormément contribué à tous ces efforts scientifiques.